Parfait, donc bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, on va vous faire une présentation sur les inventaires, qu'on appelle aussi diagnostic du côté français. Ce webinaire, il intervient dans le cadre du projet européen Renversé. Je vous refais pas le laïus sur Renversé, vous connaissez maintenant ce qu'il en est, mais donc pour la rénovation efficiente. Euh, Aujourd'hui, les objectifs de la présentation sur les inventaires, c'est tout d'abord comprendre ce qu'est un inventaire pré-démolition, comme on l'appelle en Belgique, ou un diagnostic PEMD en France. Euh, Quand le faire, qui peut le faire et ce qu'il contient. On va voir cela en détail avec vous pendant la petite heure qui nous est consacrée. Au programme, surtout pourquoi faire des inventaires. On va faire un bref passage par la réglementation qui est en lien avec ces inventaires, d'où viennent en fait finalement des obligations éventuelles pour des inventaires et comment ça se passe en pratique réellement, quand le faire, ce qu'il va permettre en fait finalement, c'est vraiment toute la question. Euh, et après, on passera sur différents exemples plus concrets en fait de types d'inventaire, puisque vous le verrez, il n'y en a pas qu'un. Alors, moi, je suis Eric Schroeder, je travaille à la Fédération Ressources, qui est la fédération des entreprises sociales et circulaires, active en Wallonie et à Bruxelles. Et nos 75 membres font de la collecte, du traitement et de la réutilisation de biens et de matières divers, et notamment des matériaux de construction. Damien, je te laisse te présenter. Merci Eric. Donc moi c'est Damien, co-directeur de Retrival, qui est une membre de ressources coopératives d'économie sociale, agréée entreprise d'insertion qui travaille dans le tri, la collecte des déchets avec un focus sur les matériaux de construction via différentes antennes comme le Cornermat et ou Vescobel, dont on parlera peut-être plus tard. Et juste avant de commencer, de laisser de nouveau la parole à Damien. Comme les autres fois, si vous avez des questions, posez-les soit dans le chat ou notez-les. On ouvrira la discussion à la fin du webinaire pour fluidifier, simplifier en fait la présentation. N'hésitez pas, on reste avec vous à la fin du webinaire pour répondre à toutes vos questions. Et pour information aussi, tout sera partagé, le webinaire sera disponible en replay, les documents vous seront partagés. Et voilà. Bien, je te laisse. Allons-y. C'est parti. Pour ceux qui ont suivi les webinaires précédents, 1 et 2, j'imagine qu'une bonne part d'entre vous l'ont fait, on a toujours insisté sur la chaîne de valeur liée aux opérations d'économie circulaire dans la construction. Donc, je vais quand même la rappeler parce que c'est un des points clés de toute opération d'économie circulaire dans les matériaux de construction. Donc, si on veut augmenter le taux de réemploi dans les bâtiments, mais il faut tenir compte de toutes ces étapes-ci, qui démarrent par l'inventaire, la déconstruction sélective, la préparation au transport, le reconditionnement, le transport, le stockage, préparation, le référencement, qui est assez important, et par la suite la vente et la remise en œuvre. L'inventaire, évidemment, c'est la base de toute opération de réemploi. Si on veut réemployer quelque chose, il faut avant tout savoir qu'il existe. C'est bête hein, comme réflexion, mais en fait, c'est juste une évidence. Si on rentre dans un bâtiment et qu'on veut récupérer des éléments pour pouvoir les remettre en œuvre par la suite, eh ben, il faut les référencer et donc les mettre dans un inventaire. Je vais quand même en profiter ici pour faire une toute petite parenthèse, parce que c'est un cas de figure auquel on est confronté à peu près tous les jours dans la pratique de notre métier. C'est de vous sensibiliser à
la différence entre un inventaire et un relevé. Il y a, on reçoit, la, comment on va dire, la réglementation, on va en parler plus tard, mais la réglementation n'est pas encore très, très, très précise sur la réalisation des inventaires. Et en plus, on peut distinguer plusieurs inventaires dans une opération liée à un bâtiment. Il y a l'inventaire substances dangereuses, autant en France qu'en Belgique. En Belgique, c'est principalement pour l'amiante. En France, c'est l'amiante et le plomb, et éventuellement d'autres composants. C'est un inventaire. Le deuxième inventaire, c'est l'inventaire déchets, qui souvent consiste uniquement à, enfin uniquement, qui consiste à anticiper les déchets qui vont être générés par l'opération qui va avoir lieu sur le bâtiment. C'est l'inventaire déchets. Et puis, il y a l'inventaire réemploi, qui est la liste des matériaux effectivement réutilisables. Et donc, cet inventaire réemploi est régulièrement confondu avec un simple relevé, puisque comme la réglementation n'est pas très claire ou pas très précise, n'importe qui, pour le moment, peut faire un inventaire, à peu de choses près. Et donc, en fait, en fonction de la personne qui fait l'inventaire, on va se retrouver avec une liste d'éléments que la personne a estimés comme étant réemployables. Mais si on réfléchit un peu, en fait, tout est réemployable, potentiellement. Tout. Il suffit d'avoir un bon bricoleur ou quelqu'un qui est vraiment motivé, mais tout peut être réemployable. Et donc, toute la finesse de l'inventaire ou de l'inventoriste, ça va être de lier la liste des matériaux à inclure dans l'inventaire à cette fameuse chaîne de valeur qui est ici sous vos yeux. Je m'explique, c'est toujours l'exemple que je donne parce que c'est le plus parlant. Une porte au 12e étage d'un bâtiment n'a pas la même valeur qu'une porte au rez-de-chaussée, si on tient compte de la chaîne de valeur ici. Et donc, il est possible qu'une porte qui est au rez-de-chaussée soit inclue dans un inventaire réemploi parce il est tout à fait possible de la récupérer, de la transporter, de la préparer, de la référencer, de la remettre en œuvre. Par contre, si la même porte, exactement le même modèle de porte se retrouve au 12e étage, qu'il n'y a pas d'ascenseur, et qu'il faut la descendre dos d'homme et l'évacuer, l'extraire du bâtiment pour pouvoir la remettre sur le marché, en fait, l'opération d'extraction va être beaucoup trop importante et l'équilibre financier ne va pas être intéressant. Et donc, il est un peu utopiste de mettre cette porte dans un inventaire. Voilà. Donc, il y a d'autres aspects qui peuvent être mis, dont il faudrait tenir compte aussi. Par exemple, ça ne sert à rien de mettre dans un inventaire des faïences murales dans des WC de bureau, qui sont des petites faïences de 15 par 15, qui sont en général de 3 à 4 mm d'épaisseur. Et on reçoit régulièrement des inventaires où ces faïences sont référencées. Ben, en fait, elles sont ni démontables et l'opération de revente n'est absolument pas du tout rentable puisque la faïence à la base coûte peut-être 5 ou 10 euros du mètre carré et toute l'opération de démontage, d'extraction et toute l'opération liée à la chaîne de valeur fait que si on veut être rentable, ben, en fait, on devrait vendre une faïence de récupération 2 fois le prix d'une faïence neuve, ce qui n'a pas beaucoup de sens, d'autant plus que ces faïences au démontage vont à peu près toutes péter. Donc, en gros, ça ne sert à rien de mettre ces faïences-là dans un inventaire réemploi. Ça doit aller dans un inventaire déchets et pas dans un inventaire réemploi. Voilà, petite introduction sur les différents types d'inventaires et le lien de l'inventaire avec une chaîne de valeur. Merci Damien. On va passer brièvement sur la réglementation générale. En fait, la question de la circularité des matériaux de construction, elle est apparue réellement dans des textes européens en 2015 avec le plan d'action pour l'économie circulaire qui s'appelait Closing the Loop. Et en fait, ça a été concrétisé un peu plus en 2018 avec les guidelines donc établis sur les inventaires avant démolition, avant rénovation. Euh, mais le texte de base, c'est la directive européenne. On a déjà parlé lors des webinaires précédents, mais c'est vraiment le texte de base, vraiment qui a été transposé dans les États membres, donc dans leur droit national. Et alors, juste pour rappel, la petite particularité en Belgique, c'est que les déchets sont une compétence régionale, et donc il y a un texte de loi par région. Donc,
un pour la Flandre, un pour Bruxelles et un pour Wallonie, et donc il y a évidemment des différences. Alors, on y reviendra par la suite, hein, mais l'important ici, c'est de bien comprendre qu'il existe un cadre et que de ce cadre découlent les réglementations liées à la circularité des matériaux et à l'inventaire. Alors en Belgique, on va voir qu'il y a déjà des différences. Donc, comme je l'ai dit, il y a c'est une compétence régionale, la gestion des déchets. Donc en Flandre, on a un inventaire qui est obligatoire pour certaines tailles de bâtiments. Donc 1000 mètres cubes en résidentiel et 5000 mètres cubes en résidentiel. Et donc on a un choix d'une unité qui est le mètre cube ici. Donc l'inventaire pré-démolition, l'inventaire réemploi est obligatoire en Flandre pour ces bâtiments-là. En Wallonie, c'est pas obligatoire actuellement. Les textes sont en cours d'écriture, mais ça prend un certain temps. Et donc, pour le moment, les inventaires réemploi se font sur base volontaire. C'est souvent la volonté du maître d'ouvrage. Et donc, l'obligation, elle va venir, mais on ne sait pas exactement à quoi elle va ressembler quelque part. Enfin, on n'a pas encore de détails. À Bruxelles, c'est aussi sur base volontaire, et on a donc une obligation aussi qui est en cours d'élaboration. On parle actuellement, on entend que ce serait obligatoire à partir du moment où la rénovation touche un bâtiment euh, de plus de 500 mètres carrés, enfin que la rénovation concerne plus de 500 mètres carrés euh, du bâtiment concerné. En France, le diagnostic PEMD, c'est quelque chose de vraiment beaucoup plus réglementé. Donc le PEMD, c'est produits, équipements, matériaux et déchets. Et donc, c'est la loi AGEC, en fait, hein, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a transformé le diagnostic déchets, hein, qui existait avant, en diagnostic PEMD, donc pour inclure produits, équipements, matériaux, donc aux déchets uniques précédemment. Ça a été entériné dans le Code de la construction et de l'habitation et aussi entériné dans un arrêté d'application paru en avril 2023 qui décrit les modalités du diagnostic PEMD. Donc, concrètement, depuis le 1er juillet 2023, la réalisation de diagnostic PEMD est obligatoire dans certains cas. On verra après dans quel cas. Et l'ensemble du processus est géré par le Centre scientifique et technique du bâtiment. Donc, on voit qu'en France, c'est beaucoup plus réglementé qu'en Belgique. Et on verra les avantages et les inconvénients de cela par la suite. Et juste petit tour d'horizon autour de nous pour voir qu'il y a des différences entre les différents États membres. Et donc, bon, ouais, le Royaume-Uni, un peu à part, mais il y a un inventaire euh, déchets obligatoire. Donc, à partir du moment où rénovation, enfin, oui, rénovation de 300 000 livres, donc eux, ils ont choisi comme une unité économique, financière. Au Luxembourg, il y a un inventaire de déchets qui est obligatoire euh, aussi euh, pour, donc pour tous travaux de rénovation. Et aux Pays-Bas, c'est obligatoire. L'inventaire des déchets est obligatoire aussi, à partir du moment où la rénovation démolition excède 10 mètres cubes. Donc, vraiment sur pratiquement tout type de bâtiment aussi. Je laisse la parole à Damien pour vous parler de l'inventaire belge, enfin, Wallonie principalement. Voilà, je devais mettre mon micro, pardon. Tu peux passer, hein. Oui, oui. L'inventaire pré-démolition en Wallonie ou bruxellois, en fait, c'est, c'est à peu près la même chose. Donc là, comme Eric l'a expliqué, la réglementation est en cours de développement. Je pense, pour compléter ce qu'Eric a dit, que dans les textes qui sont en préparation au niveau de la région wallonne, ils parlent aussi de 1000 mètres carrés. Donc là, ils utilisent une unité du mètre carré, pas du mètre cube comme en Flandre. Et ça rejoindrait plus ou moins la réglementation qui est en cours sur Bruxelles. Alors, un inventaire réemploi. Il y a deux, en fonction des entreprises qui proposent les inventaires,
On observe sur le marché quand même deux types d'inventaire. On note le quick scan et l'audit, enfin l'audit réemploi ou l'inventaire réemploi. Le quick scan, en fait, consiste à rentrer dans le bâtiment, faire un tour très sommaire et dire ça vaut la peine de faire un inventaire ou ça ne vaut pas la peine de faire un inventaire. On est confronté très régulièrement à des propriétaires de bâtiments ou des maîtrises d'ouvrage qui sont souvent convaincus qu'il y a de l'or dans leur bâtiment et ils nous font venir en étant convaincus qu'ils vont nous faire un énorme cadeau en nous proposant des matériaux qui sont repris dans leur bâtiment. Mais si c'est pas démontable, si c'est pas vendable, s'il n'y a pas de marché, si les accès sont trop compliqués, ou si les matériaux ou objets ou produits qui sont dans le bâtiment n'ont pas de potentiel en termes de vente, ben, ça ne vaut pas la peine de faire un inventaire complet. Et donc, à ce moment-là, il y a de plus en plus d'entreprises, en tout cas en Wallonie et à Bruxelles, qui proposent un quick scan en disant, ben voilà, on a fait une évaluation du bâtiment. Pour nous, il n'y a rien à reprendre. Passez chez un démolisseur, ça ira plus vite. Et ça peut fonctionner. On a des vieux bâtiments des années 60-70 où il n'y a rien à récupérer. Réellement, rien à récupérer du tout. Donc, il n'est pas toujours absolument nécessaire de faire un inventaire détaillé. Ça doit être un inventaire, un vrai inventaire réemploi doit être lié au marché. Le marché du réemploi est un marché qui n'est pas très stable, qui est naissant, qui n'est pas encore très rentable non plus, qui ne demande qu'à croître, et je pense réellement qu'il va croître, mais actuellement, c'est pas un marché qui fonctionne super, super bien. Et donc, pour nous, faire un inventaire dans un bâtiment maintenant, ça va donner un certain résultat. Si on refait si on inventorise le même bâtiment dans 2 ans, il est plus que probable que l'inventaire soit complètement différent. Parce qu'il y a des moyens qui auront changé en termes de démontabilité ou d'opération de déconstruction. Et j'ose espérer que le marché aura changé aussi. Et donc, il y a des matériaux qui pourront être plus facilement orientés vers le réemploi dans 2 ans que maintenant. Tu peux passer. Alors, de nouveau, comme je le disais tout à l'heure, en théorie, tout est réemployable. Tout. Il suffit de le vouloir. Mais quand on met à côté de cette volonté ou de cette ambition, on met des chiffres, ben, souvent l'ambition, elle redescend. Et donc, c'est important pour l'inventoriste de connaître l'ambition du maître d'ouvrage. Si le maître d'ouvrage dit, moi je veux à tout prix faire du réemploi et je n'ai pas de restrictions budgétaires, c'est le rêve, ça arrive rarement, mais ça pourrait être un rêve, mais évidemment, le niveau de détail de l'inventaire ben, va pouvoir complètement changer. Et c'est de nouveau tout l'intérêt de l'inventoriste, métier à créer certainement, de pouvoir évaluer déjà les coûts liés à la chaîne de valeur dont on a parlé après pour pouvoir fixer les coûts liés au réemploi et pouvoir dire, ben voilà, si on fait du réemploi sur site ou hors site de ce matériau-là, ça coûtera plus ou moins autant. Ça va nous situer en dessous ou au-dessus d'un matériau neuf. Et l'opération de remise en œuvre va nous coûter plus ou moins que l'opération de remise en œuvre d'un matériau neuf. Et c'est ce processus itératif qui nous permettrait d'évaluer la pertinence de faire une opération de réemploi sur site ou hors site, ben, va définir les objectifs et va définir aussi le degré de précision de l'inventaire. Voilà. De toute façon, une règle de base, évidemment, quand faire l'opération, l'audit réemploi, c'est évidemment, il faut essayer de le faire le plus tôt possible. Parce que, en fait, l'inventaire réemploi peut guider l'architecte qui va faire les plans de rénovation ou les plans du nouveau bâtiment, il s'agit d'une démolition. L'inventaire va pouvoir guider l'architecte et lui dire, je dispose déjà de ces matériaux. Le meilleur réemploi, celui qui coûte le moins cher,
Ben, c'est celui qui se fait sur site. On enlève une étape dans dans la chaîne de valeur, l'éternelle chaîne de valeur. On enlève l'étape de transport et de reconditionnement. Donc, fatalement, ça abaisse les coûts liés à l'opération de circularité. Et donc, c'est le plus intéressant. Si on fait un inventaire dès le départ et qu'on arrive à déterminer un endroit où on va pouvoir stocker sur site les matériaux qui ont été déconstruits, ben, évidemment, c'est le pied. Et donc, l'inventaire va pouvoir aider l'architecte à mieux concevoir son projet pour pouvoir même rentrer son permis. On a vu à Bruxelles un architecte qui a réussi à rentrer un permis avec des baies vitrées en façade, plus ou moins 20 centimètres. Parce qu'il n'avait pas encore ses châssis. C'était une opération de rénovation. Il n'avait pas encore les châssis. Il voulait à tout prix faire du réemploi. Et donc, dans son permis, il a rentré à l'administration en disant, ben voilà, je vais faire une façade et mes baies vitrées auront cette dimension, plus ou moins 20 centimètres. Ça a été accepté par l'administration et, et comme il n'avait pas les châssis sur place, il a pu aller les chercher ailleurs et dans d'autres inventaires et ça lui a permis de faire son opération à la fin. Et donc, au plus tôt on peut faire l'inventaire, au plus tôt on anticipe la circularité, au mieux on est. Ça, c'est toujours le cas. Avec aussi, peut-être, en tout cas en Wallonie et à Bruxelles, une petite spécificité, c'est que dans la majorité des cas, donc sauf s'il y a de l'amiante, mais c'est un cas particulier, qui demande à être étudié plus en profondeur, dans la majorité des cas, on peut démarrer des opérations de déconstruction sélective avant l'obtention du permis de démolir ou de rénover. Puisque une opération de déconstruction sélective ne touche pas à la structure portante du bâtiment, dans la majorité des cas, on peut démarrer ça, on peut démarrer les opérations de déconstruction avant l'obtention du permis. Et donc, si on a anticipé l'inventaire avant, eh ben, en fait, on gagne du temps, puisqu'on démarre déjà le chantier avant que le permis ne soit octroyé. Tu peux passer. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la réglementation, elle est pas encore, elle est pas encore là. Le nouveau métier d'inventoriste, il n'est pas encore défini, il n'est pas encore référencé non plus. Euh, et donc actuellement, n'importe qui peut faire un inventaire. Et ça nous pose régulièrement des problèmes dans notre boulot parce qu'on reçoit des inventaires qui sont beaucoup trop exhaustifs, ce sont des relevés, comme je le disais tout à l'heure. Et en gros, ben, on doit en refaire un derrière pour pouvoir nous remettre un prix de déconstruction. Et parce que l'inventaire n'est pas lié à un marché, il n'est pas lié à un aspect de technique de déconstructibilité. Je ne sais pas si ça se dit ça, mais ça se comprend, donc c'est l'essentiel. Et donc actuellement, on reçoit des inventaires d'un peu tout le monde. Euh, il y en a qui les font très bien, il y en a, c'est direct poubelle. Voilà. Tu peux passer. Alors, même sur le contenu de l'inventaire, il n'y a pas encore de consensus. Ici, vous avez toute une série d'éléments qu'on voit régulièrement apparaître dans des inventaires, mais même la structure de l'inventaire, donc il y a des guidelines au niveau européen, il y a des projets qui ont proposé des canevas d'inventaire, mais qui, de nouveau, qui ne sont pas réglementés. Donc il n'y a pas encore consensus sur le contenu ni sur la forme d'un inventaire, ni en Wallonie, ni en Belgique. Et donc, c'est pas évident, avec même des difficultés au niveau de l'unité choisie. Est-ce qu'on travaille en mètres carrés, en mètres cubes, en mètres linéaires, en tonnes, en pièces? Enfin, c'est pas facile. Et il y a un autre aspect qui est loin d'être négligeable, c'est la nomenclature. Quel type de taxonomie on utilise pour, je ne sais pas moi, pour définir une porte? Est-ce qu'on définit une porte en disant c'est une porte et puis on met les dimensions grand L, petit LH ou petit L, grand LH et quelles sont les caractéristiques qu'on doit inclure dans l'inventaire pour que cette porte soit le mieux caractérisée pour faciliter son réemploi par la suite? Rien que ça, c'est pas évident du tout en fait. Parce que en fonction de l'interlocuteur qui va chercher la porte, lui est habitué à un référencement ou une taxonomie différente. L'architecte travaille avec les cahiers des charges type bâtiment, un gestionnaire de déchets travaille avec les codes rurales. Euh,
Et il y a encore d'autres types de classifications qui sont utilisées dans d'autres pays, ou même en Belgique, hein, on parle de classification SSFB ou autre aux Pays-Bas. Et c'est franchement pas évident, donc il y a encore énormément de travail à faire là-dessus. La région Wallonne a lancé un cahier des charges l'année passée pour émettre des recommandations sur la mise en place d'un canevas ou d'un inventaire type. Mais à ma connaissance, les documents ou les délivrables de ce marché ne sont pas encore sortis. Super, merci Damien. Et on va passer au diagnostic PEMD, donc en France, et on va voir donc euh, que celui-ci est beaucoup plus structuré. Euh, donc, le diagnostic produits, équipements, matériaux, déchets. Donc, c'est bien un inventaire hein, de l'ensemble des produits, équipements, matériaux et déchets générés par une rénovation, une démolition. En fait, l'objectif, c'est de lister, hein, principalement, de lister en caractérisant le mieux possible l'ensemble des produits qui seront impactés par la rénovation, de préconiser des solutions optimales pour leur dépôt, leur gestion et leur valorisation, et de valoriser un maximum l'économie circulaire en essayant d'avoir le plus possible vers le réemploi. Donc, euh, ça sera plus facile. Il est entré en vigueur depuis juillet 2023. Il est obligatoire ce diagnostic PEMD en cas de démolition ou de rénovation significative pour certains bâtiments. On parle de bâtiments de plus de 1000 mètres carrés ou ayant accueilli une activité agricole, industrielle, commerciale, etc. Donc là, à ce moment-là, c'est même moins de 1000 mètres carrés. Il y a deux CERPA obligatoires, hein, une phase avant chantier qui est la phase diagnostique et une phase après chantier qui est la phase récolement. On verra tout ça dans le détail par la suite, hein. Et il est obligatoire aussi pour tout nouveau dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme, pour obtenir des devis, pour passer le marché, le marché public. Il faut le diagnostic PEMD. Celui avant chantier, il est obligatoire. Sinon, on ne peut pas en fait obtenir un permis ou autre. C'est obligatoire maintenant en France. Et donc, comme dit précédemment, c'est géré par le Centre scientifique et technique du bâtiment. Donc, comme je le disais, c'est uniquement pour certains bâtiments, donc des bâtiments de plus de 1000 mètres carrés de surface plancher nette. Mais dans le cas de plusieurs bâtiments dans une même opération, on additionne les surfaces. C'est-à-dire que pour vous particulièrement, bailleurs sociaux, c'est intéressant. Si c'est plusieurs petits bâtiments à coller et qu'il y a une rénovation qui concerne l'ensemble de ces petits bâtiments, on va considérer l'ensemble des petits bâtiments. Donc je sais pas, si c'est 10 petits bâtiments de 100 mètres carrés, ben, c'est une seule rénovation, c'est un seul projet de rénovation, mais l'ensemble fait 1000 mètres carrés et donc on arrive au moment où le diagnostic PEMD est obligatoire. C'est aussi obligatoire donc sans limitation de surface donc pour des bâtiments qui ont finalement ont eu une activité qui peuvent le classer comme étant dangereux. C'est est-ce qu'il, enfin, dans lesquels il y a eu manipulation de substances dangereuses ou dans lesquels ont été stockées des substances dangereuses. Une démolition ou rénovation significative, ça c'est quand même assez important aussi, c'est une démolition de bâtiments ou d'une partie majoritaire de bâtiments. C'est vraiment écrit hein, dans un texte de loi. Mais ça porte au moins sur la moitié de la surface de plancher des bâtiments concernés. Donc ça, c'est vraiment la question de la démolition. Donc c'est si on démolit au moins la moitié, au moins la moitié de la surface de plancher des bâtiments concernés. Et la rénovation significative, c'est une opération de rénovation qui consiste à détruire ou remplacer au moins
deux des éléments de second œuvre qui sont mentionnés ici sur la slide. Donc c'est plus de la moitié de la surface cumulée des planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage, plus de la moitié de la surface cumulée des cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage, plus de la moitié des huisseries extérieures, des menuiseries extérieures. Enfin, donc il y a plusieurs, mais donc on est assez vite concerné par le diagnostic PMD. C'est que très vite en travaux de rénovation, on atteint finalement cette notion de rénovation significative. Parce que si on touche à l'ensemble des menuiseries extérieures et, oui, et une grosse partie des installations sanitaires et de plomberie, on est en rénovation significative et donc il faut réaliser un diagnostic PMB. Évidemment, dans le cadre de la rénovation significative, c'est quand même important de le savoir aussi, c'est que le diagnostic PMD ne concerne que les éléments de second œuvre qui sont touchés. Si on ne remplace que les menuiseries extérieures et les sanitaires, on ne doit pas faire un diagnostic PMD pour tout ce qui est électricité ou plancher ou autre, évidemment, puisque ça reste. Donc ça n'aurait pas de sens. Le diagnostic, enfin, les obligations, elles sont principalement sur le maître d'ouvrage. Donc, quelles sont ces obligations au maître d'ouvrage? Donc, comme je l'ai dit juste avant, donc il y a deux moments, il y a deux phases pour le diagnostic PMD. C'est la phase avant chantier, qu'on appelle la phase diagnostique, et la phase après chantier récolement. Et donc, pour la phase diagnostique, il y a des obligations. En fait, il y a deux formulaires, deux documents à remplir. Donc, le premier, c'est le CERFA. Donc, CERFA, c'était au départ donc, Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs. Ce sont les formulaires administratifs réglementés. Donc, il existe un CERFA qui s'appelle de formulaire diagnostic, qui est à compléter par le maître d'ouvrage ou par quelqu'un qui le désigne, mais en tout cas, c'est sa responsabilité. Et c'est le document officiel qui doit être transmis au CSTB. Mais en fait, ce formulaire ne suffit pas. Il faut aussi écrire un rapport de diagnostic, donc qui reprend des infos plus détaillées à l'attention de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, à l'attention des démolisseurs, du maître d'œuvre, des déconstructeurs, etc. Donc ça, ce rapport doit être aussi réalisé pour pouvoir être partagé avec les autres, enfin avec donc ceux que je viens de citer, mais ce rapport ne doit pas être transmis au CSTP, il n'y a que le formulaire diagnostic. Au niveau du CERFA, le formulaire diagnostic, il y a deux parties principales. La première partie sont des informations vraiment générales sur le chantier, donc la nature de l'opération, le nom, l'adresse du maître d'ouvrage, qui est le diagnostiqueur, ses renseignements, etc. Et il y a la deuxième partie, la plus grosse partie, c'est deux tableaux donc déclaratifs. Le premier donc reprenant donc tous les produits, équipements et matériaux qui sont potentiellement réemployables. Mais donc dans le premier tableau, c'est uniquement ça. Donc on ne parle pas du tout de ce qui va être déchets. Donc c'est uniquement les produits, équipements, matériaux qui sont potentiellement réemployables. Et dans le tableau 2, on va reprendre tout, c'est-à-dire l'ensemble des déchets, mais aussi l'ensemble des produits, équipements, matériaux potentiellement réemployables qui ont été intégrés au tableau 1. Puisque en fait, ils sont potentiellement réemployables, donc en fait, ils sont aussi potentiellement des déchets. Et donc, tout va se retrouver dans le tableau 2, mais le tableau 1 va extraire en fait les éléments potentiellement réemployables. Ça permet de rendre saillant cette information relativement facilement. On a un tableau qui est dédié vraiment à ce qui est potentiellement réemployable. Ici, vous voyez donc c'est des extraits des documents officiels, le CERFA diagnostic. Donc à gauche, on peut voir les informations générales. Voilà, ça se présente comme ça avec l'adresse de l'opération, la date estimée de début de chantier, etc. Ce genre d'informations. Et alors à droite, c'est la notice du formulaire de diagnostic. Donc on voit ici l'aide au remplissage donc,
de ces tableaux et de ces formulaires, parce que, l'air de rien, ça peut paraître, en tout cas au début, assez fastidieux, et il faut pas faire d'erreur, et donc il y a des codes à respecter. On va voir ça un tout petit peu dans le détail, mais on va pas trop rentrer dedans non plus, parce que... Mais c'est bien de savoir que que tout existe. Et donc, ça ne peut pas être une excuse de dire je n'arrive pas à faire le diagnostic parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Tout est vraiment bien expliqué et c'est relativement accessible. Donc, ça, c'est l'exemple donc, hein, du cercle diagnostic tableau réemploi, donc tous les PEM potentiellement réemployables. Et donc, on voit que tout est prévu, donc il faut mettre la catégorie. Tout ça est très normé, donc il y a 13 catégories, plus une autre. Donc, il faut aller chercher dans l'aide au remplissage, en fait, finalement, comment remplir ce tableau. Mais donc, on voit ben, ici, voilà, catégorie, ben, on pourrait prendre appareil sanitaire, la description dans la colonne 2, lavabo céramique, quelle quantité donc disponible et unité appropriée. Voilà, c'est marqué le nombre d'unités simplement, les dimensions en colonne 4 enfin, oui, c'est toujours faisable de les avoir. Le type principal d'assemblage, ça ne s'applique pas forcément à tous les matériaux, mais est-ce que un carreau, je veux dire, une brique, est-ce qu'elle est collée avec un mortier ciment ou avec un mortier chaud? Est-ce que un panneau est collé avec une colle type silicone colle ou est-ce qu'elle est fixée mécaniquement? Tout ça, en fait, ce sont des informations qui sont importantes pour savoir un petit peu comment va se passer aussi la déconstruction. Euh, Estimer l'état, hein, bon, moyen, mauvais, bref. Ici, on a, enfin, pardon. Et alors, j'étais un peu trop vite. Les quatre dernières colonnes font un lien avec le rapport diagnostic vu précédemment. Donc, si dans le rapport sont indiquées des infos comme la localisation, la fonction du produit, équipement, matériaux dans le bâtiment, ben, il faut simplement cocher la case, mais ça fait un lien avec le rapport diagnostic qui doit être réalisé en même temps que ce tableau CERFA. Ici, vous l'aurez dans la documentation, mais c'est la liste des catégories avec les sous-catégories, donc ça permet de voir un petit peu ce qui est prévu. Ensuite, le deuxième tableau, c'est le tableau donc, qui reprend les déchets. Alors, en fait, l'idée, c'est d'indiquer la quantité de déchets par type de déchets et de donner des informations sur les connaissances de l'existence de filières de valorisation, euh, donner des informations sur, enfin, des estimations hein, du pourcentage de valorisation possible, donc en fonction de de ce qu'on retrouve dans le bâtiment. Donc est-ce qu'on va pouvoir mettre, je sais pas moi, 80% du plâtras en filière de recyclage parce qu'il est relativement propre et qu'il existe une filière de valorisation accessible. Euh, ou est-ce que on va pouvoir mettre euh, tel, euh, tel type de panneau de bois en filière de valorisation énergétique ou pas pour telle ou telle raison. Donc, c'est vraiment de l'estimation, mais c'est important de le faire sérieusement parce qu'après, on va le voir, il va y avoir le diagnostic, par le formulaire de récolement. Donc, dans lequel après on va pouvoir faire les comparaisons entre ce qu'on a estimé et ce qui a été réalisé. Et donc c'est important de le faire soigneusement pour essayer d'éviter des différences assez importantes en fin de chantier qui devront être expliquées. Et donc ça, ce sont les documents, les deux tableaux ici, donc PEM et déchets qui sont à renvoyer au CSTB de toute façon et à réaliser de nouveau avant toute opération de chantier, mais même avant demande de permis, etc. Donc, tout ça, c'est obligatoire. Le récolement, donc, c'est après chantier. Euh, et donc, comme je viens de le dire, l'objectif, c'est de faire le point entre ce qui a été dit dans la phase diagnostique et ce qui a été réellement fait. Et donc, le maître d'ouvrage a l'obligation de remplir le formulaire de récolement et de pouvoir justifier, en fait, finalement, que les PEMD
ont été remis aux destinations déclarées dans ce formulaire. Donc, il doit y avoir des bordereaux de suivi de déchets, des conventions de dons, des contrats de vente, enfin, tout ce qui peut justifier, en fait, finalement, la mise en filière de tous les PEMD qui ont été générés lors du chantier. Et il y a aussi donc, le CERFA formulaire de récolement, donc, hein, qui contient aussi deux parties. Pareil, information générale, c'est comme le formulaire de diagnostic, mais finalement, ce sont généralement les mêmes informations que lors du formulaire de diagnostic. On va indiquer ici uniquement les changements. Si, euh, je ne sais pas ce qui pourrait se passer, mais la propriété, je ne sais pas, le maître d'ouvrage a changé ou son adresse a changé à lui, ben, il faut pouvoir mettre à jour le formulaire. Et les deux tableaux déclaratifs, oups, pardon, deux tableaux déclaratifs, euh, donc un tableau 1 donc, qui renseigne les PEM effectivement réemployés cette fois-ci, donc c'est plus potentiellement réemployable, c'est vraiment effectivement réemployés, et le tableau 2, comment s'est passée la valorisation et l'élimination des déchets. Et donc ces tableaux, donc le premier donc, qui concerne le réemploi, voilà, il se présente comme ça. Donc on a la catégorie, la description, la quantité en unité et en masse, de préférence. Donc si on a 4 éviers, par exemple, on va mettre que c'est 4 éviers et que ça fait en tout, je sais pas moi, à une douzaine de kilos par évier, ça fait 48 kilos donc, en masse. Et alors, ce qui est intéressant ici, c'est vraiment où les produits, équipements, matériaux ont été réemployés. Et donc, on doit indiquer, est-ce que ça a été réemployé sur site? Est-ce que ça a été réemployé sur un autre site? Si c'est le cas, alors il faut marquer le nom et l'adresse de l'autre site. Est-ce que ça a été mis en filière de réemploi? Alors, il faut marquer quel est le nom du repreneur, en fait, qui a, euh, par exemple, Trival, qui aurait repris ça pour le mettre dans le corner mat. Ou autre, on laisse la possibilité aussi ici d'envisager d'autres destinations pour les PEM effectivement réemployés. Euh, le tableau 2, donc, qui concerne les déchets, bah, c'est le même principe, hein, c'est pour chaque type de déchet, quelle est la quantité, masse totale, et quelle répartition selon la filière de valorisation. Donc, valorisation matière, donc, par exemple, réutilisation in ou ex situ, recyclage, réemblayage, ou valorisation énergétique, élimination. Donc, il va reprendre tout, y compris, de nouveau, les éléments effectivement réemployés. C'est juste que c'est au niveau de la destination, ça va changer. Donc ça va être pour les déchets, on va avoir, ça va être des filières de recyclage, des filières d'élimination. Pour le réemploi, ça va être des filières euh, de réemploi, donc in situ, ex situ, autres, comme on l'a dit juste avant. Et ces documents-là sont à transmettre au CSTB dans les 90 jours après la fin du chantier. Euh, Donc, ben donc ça, Damien en a déjà parlé aussi en Belgique, en fait, ça ne change pas vraiment en France, donc c'est le plus tôt possible et c'est au tout début. Il faut savoir effectivement qu'en France, donc Damien l'a dit, il y a d'autres choses qui sont obligatoires, le repérage amiante, le repérage plomb et éventuellement le diagnostic environnemental. Le diagnostic PMD, il peut être fait en parallèle de tout ça. Mais il faut juste s'assurer en fait finalement on peut le faire enfin on doit se coordonner en fait finalement avec ces autres inventaires, ces autres repérages euh, pour pouvoir réaliser le diagnostic PMD le plus tôt possible, mais dans des conditions de sécurité adéquates évidemment. Faire voilà, s'il y a des doutes sur l'amiante et sur la salubrité du bâtiment, c'est difficile de faire rentrer des gens dedans pour passer du temps pour faire un diagnostic PEMD. Donc, il faut pouvoir coordonner les choses. Ici, on a un petit tableau, donc une ligne du temps qui synthétise quand intervient le diagnostic PEMD. Donc, la phase diagnostique, elle est vraiment au tout début. On transmet donc les CERFA, donc diagnostic au CSTB. Et seulement une fois que ça c'est fait, on peut avoir les demandes d'autorisation, de demandes d'urbanisme, donc de permis. On peut demander enfin, accepter des devis, on peut passer des marchés.
Ensuite, en phase chantier, on a quand même encore un petit peu de boulot, il faut faire le suivi et la gestion, hein, des produits, équipements, matériaux et déchets, et le suivi des bons de suivi de déchets, hein. C'est important parce que il faudra, ce sera nécessaire pour remplir le formulaire de récolement. Si on ne fait pas ça pendant la phase chantier, après, tout est perdu, et donc on n'arrive plus à faire le match entre récolement et le diagnostic avant chantier. Et donc, à l'achèvement des travaux, formulaire de récolement et transmission au CSTB. Par qui? C'est réglementé. Ça doit être des personnes physiques ou morales. Il faut apporter des garanties de compétences. Donc, il faut être assuré. Et il ne faut aucun lien avec l'entreprise pouvant effectuer les travaux. Il y a un devoir d'impartialité et d'indépendance. Euh, et donc, on va voir que c'est pas si simple. Mais donc, comment prouver la compétence des diagnostiqueurs, pardon? On peut la prouver par l'expérience professionnelle, par un diplôme ou par la preuve de détention de connaissances équivalentes, hein, donc une preuve de compétence euh, exigée par un État de l'Union européenne, par exemple, ou ce genre de choses. Il faut donc l'assurance et une couverture assurance professionnelle. Donc on va à hauteur d'au moins 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. Donc ça limite quand même le nombre de personnes qui peuvent aussi faire ça. euh, Parce qu'il faut déjà une activité professionnelle quand même engagée pour avoir des assurances qui couvrent ces montants-là. Alors, le plus, la question des liens avec l'entreprise, elle est plus complexe parce que c'est difficile de savoir exactement comment on prouve l'impartialité du diagnostiqueur. C'est assez flou. Et donc, voilà, il y a des choses qui ont été un peu analysées. Il y a un bureau d'avocats donc qui s'est un peu penché sur la question. Voilà, qui y répond plus ou moins. Je m'attarde pas là-dessus, mais en tout cas, l'idée c'est d'avoir une attestation d'impartialité. Voilà pour ça. Euh, et pour les sanctions, deux blocages possibles si le diagnostic n'est pas réalisé. Un blocage administratif, donc pas de possibilité d'avoir de permis d'urbanisme, pas possibilité de demander des devis, de passer un marché, etc. Le blocage technique, qui est possible aussi, puisque les démolisseurs, des constructeurs, entrepreneurs de construction doivent avoir les documents pour pouvoir remettre prix et réaliser les travaux. Donc s'ils ne les ont pas, ben, ils ne peuvent pas travailler. Et au niveau des sanctions, je crois que ça n'arrive pas encore beaucoup, mais deux sanctions possibles, une sanction civile. Donc, si le maître d'ouvrage ne remplit pas ses obligations, enfin, potentiellement, il est susceptible d'avoir une amende de 45 000 euros. Et une sanction pénale éventuelle si il y a vraiment une mise en danger de la vie d'autrui. Si le diagnostic n'est pas bien fait et ne révèle pas, par exemple, des substances dangereuses qui n'auraient pas été vues lors de repérage amiante, repérage plomb ou autre, et que il y a des problèmes de santé qui se font sentir après, c'est une sanction pénale possible. Donc, pour résumer, c'est intéressant le diagnostic PMD parce que c'est réglementé et systématisé. Et en fait, le fait que ce soit le cas, en fait, ça pousse à se mettre à la réflexion sur ce qui peut être réemployable ou pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est fait en amont du chantier, hein. Donc ça, on répète tout le temps. En Belgique, en France, c'est la même chose, c'est le plus tôt possible, parce que on doit pouvoir mettre au travail donc avant l'exécution sur la thématique sur la thématique du réemploi, on doit pousser cette réflexion de la thématique du réemploi, parce que ça permet d'intégrer plus facilement du réemploi dans ces projets, hein. Et on l'a dit avec l'exemple on fait des baies plus ou moins 20 cm, on peut aller chercher des châssis ailleurs. Mais on peut le faire dans l'autre sens aussi, c'est dire, tiens, il y a tous ces châssis-là dans mon bâtiment que je peux éventuellement récupérer, je vais pouvoir créer ma rénovation ou mon nouveau projet en fonction des menuiseries dont je dispose dans le bâtiment et qui sont réemployables. L'expertise du diagnostiqueur est utile pour orienter l'effort vers les matériaux avec le plus de potentiel. Ça, c'est vraiment important aussi. C'est ce que Damien expliquait tout à l'heure, c'est que
un diagnostiqueur doit connaître l'ensemble de la chaîne de valeur, il doit connaître vraiment le potentiel de réemploi d'un élément. Sinon, ça n'a aucun sens de le mettre comme potentiellement réemployable. Ça n'a pas de sens. S'il n'y a pas de marché, s'il n'y a pas de filière ou autre, s'il n'y a pas d'utilisation possible, ça ne sert à rien de le mettre en potentiellement réemployable. Au niveau des limites de ce diagnostic PMD classique, enfin, bon, la condition d'impartialité, c'est flou. Et alors, ce qu'on trouve dommage, nous, c'est que finalement, les déconstructeurs, qui sont pas très nombreux, je parle de la déconstruction sélective spécialisée, ce sont les mieux placés en fait finalement pour réaliser le diagnostic généralement, puisqu'ils font la déconstruction, ils font la mise en filière de réemploi, souvent ils s'occupent eux-mêmes de faire la vente, etc. Donc, ils connaissent extrêmement bien le réemploi et le marché. Et donc voilà, le fait que un déconstructeur spécialiste ne puisse pas faire le diagnostic, ça peut être potentiellement un frein aussi. On comprend la condition d'impartialité, mais à certains moments, on se demande si finalement ce serait pas mieux d'avoir des gens qui sont capables de réaliser des bons inventaires, des bons diagnostics, même s'ils déconstruisent derrière, euh, que, 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 que autrement. Et donc, oui, l'autre limite, ben, Damien en a parlé aussi, euh, c'est un diagnostic qui n'utiliserait pas la même nomenclature que celle définie pour la fourniture de matériaux neufs. Ça pourrait compliquer en fait la mise en marché donc dans un marché public. Donc la question de la nomenclature, de comment on diagnostique, comment on renseigne les matériaux, etc., ça a une importance pour pouvoir être utilisé plus loin. On va présenter maintenant quelques exemples d'inventaires, à mon avis, rapidement, et je laisse à Damien la parole. Merci Eric. Je voudrais juste compléter une des petites limites du PEMD, c'est qu'en mélangeant en fait l'inventaire déchets et l'inventaire réemploi, on a une fâcheuse tendance à privilégier l'opération de démolition, parce que les deux inventaires sont mélangés dans le temps. Et nous, on préconise plutôt de faire l'inventaire réemploi anticipativement et plutôt que l'inventaire déchets, justement pour donner plus de chance aux matériaux orientés vers le réemploi. Quelques références en termes d'inventaire. Alors, il y a, euh, Eric a parlé des directives, donc des guidelines au niveau européen. Alors, comme d'habitude, et vous en entendrez encore certainement parler, et vous en avez déjà certainement parlé, le FCRBE, c'est un autre projet Interreg qui est dans sa deuxième phase maintenant. Ils ont sorti des délivrables donc c'était Facilitating Circulation of Reclaimed matériaux, enfin, faciliter Building. la circulation des matériaux de réemploi. En gros, c'était ça l'intérêt. Dans les délivrables, il y a 8 bouclettes qui sont très, 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 très bien faits, dont un sur les inventaires et sur comment faire un inventaire et quel est le contenu d'un inventaire. Donc voilà, allez sur le site FCRBE, téléchargez ces bouclettes-là. C'est vraiment la Bible de la Bible du réemploi dans la construction. Tu peux passer. Après, au niveau des inventaires, euh, comme je le disais tout à l'heure, il y a des outils, des tentatives de Canva, au niveau belge en tout cas. Il y a celui-ci qui a été proposé par le FCRBE, mais que personnellement, je n'ai jamais vu utiliser. Tu peux passer. Ici, il y a d'autres types d'inventaires qui ont été. Enfin, oui, il y a toujours celui du FCRBE, mais il y a d'autres types d'inventaires, enfin, ou de canevas d'inventaire et de modes de présentation qui ont été proposés. Ça, c'est le, la sortie d'un inventaire Retrieval, enfin, ou Scobel, mais enfin bon, Retrieval, où on essaye de faire un truc le plus visuel possible qui permette de prendre des décisions le plus rapidement possible. Avec un critère sur la facilité de dépose et le potentiel de réemploi, donc le potentiel de marché. Donc très visuellement, ça nous permet, enfin, ça permet aux décideurs de dire je prends vers le réemploi ou je ne prends pas. Euh, Tu peux passer. Ici en haut, si je ne me trompe, c'est un. Je crois que ça c'est. Non, le deuxième, c'est un inventaire type Rotor.
qui est beaucoup plus, alors je vais dire qualitatif, parce il est beaucoup plus précis sur la nature des matériaux. Il va un petit peu plus loin dans la classification et la géolocalisation dans le bâtiment. Après, c'est souvent difficile à lire et c'est peu visuel. Bref, enfin, il y en a plein des exemples. Je crois pas qu'on va passer beaucoup de temps dessus. Vous pouvez en trouver plein partout. Il faut toujours garder, que ce soit dans l'inventaire ou dans n'importe quelle opération de circularité de matériaux, toujours garder cette chaîne de valeur. À nouveau, c'est la seule chose à retenir à peu près. Tu peux passer. Alors, on parle de plus en plus d'outils digitaux qui facilitent le réemploi. Vous avez j'allais dire la caricature, mais le truc le plus, peut-être un des trucs les plus poussés, c'est le petit chien, là, le robot chien que vous voyez en photo, qui a été développé en partenariat. C'est Buildwise qui est dedans, donc l'équivalent du CSTB français. Donc c'est un petit chien qui se promène dans le bâtiment et qui fait plein de photos et qui fait un inventaire. Alors, il y a plein d'autres outils. Il y a des systèmes de caméras qu'on met sur les épaules, un peu style Google Maps ou Street View, un truc qu'on met sur les épaules qui fait plein de photos à 360 degrés. Et puis après, on met de l'intelligence artificielle pour reconnaître les différents éléments, les portes, les chaises ou la moquette, etc. Alors, ce sont des outils qui ont leurs qualités et qui ont leurs défauts. Il faut être bien conscient de leurs défauts. Alors, évidemment, ça peut faire gagner du temps. Je vais aller très vite. Donc, ça peut faire gagner du temps, mais très souvent, c'est tout à fait incomplet. Le petit chien ou le robot qui va faire des photos d'une chaise ne va jamais être capable de dire si la chaise roule, si les accoudoirs montent et descendent, et si le système d'inclinaison du dossier fonctionne ou pas. Et donc, ça aide, mais ça ne donnera jamais, à mon avis, ça ne donnera jamais toutes les informations nécessaires pour réellement évaluer la qualité d'un matériau. Ça n'empêche que ça existe et ça a le mérite d'exister. Et ça donne aussi un canevas et ça permet éventuellement de faire des liaisons avec du BIM ou avec autre chose. Alors, personnellement, j'y crois pas trop. Mais je suis peut-être un peu réfractaire à la digitalisation en étant en économie sociale et en privilégiant l'humain plutôt que le robot. Mais, mais voilà, je pense actuellement que ça coûte très cher et que c'est pas, ça ne fonctionne pas très très bien. Mais peut-être qu'à l'avenir, il y aura des améliorations et que ça pourra aller. Voilà, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Donc, à retenir, vous avez remarqué, la réglementation est très différente même régionalement ou nationalement parlant. De toute façon, ce qu'il faut retenir, comme d'habitude, c'est la chaîne de valeur. Il faut faire ça le plus tôt possible. S'il y a des éléments à mettre dans le réemploi, sortir de l'idée que tout a de la valeur ou qu'il y a de l'or dans nos bâtiments, c'est pas vrai. Euh, et donc, de nouveau, travailler avec cette chaîne de valeur, la retenir et en tenir compte dans toutes les opérations. Voilà. On va laisser la porte aux questions. Je pense que c'est le plus intéressant et le plus important, s'il y en a. Je n'en ai pas vu apparaître dans le chat. Mais bon, si vous avez des questions, il est temps. Je vais arrêter le partage d'écran. Hop. Voilà, mais merci déjà à toutes et tous pour votre attention. Et donc, voilà, n'hésitez pas, je ne sais pas, Sabrina, si on a 1 heure limite, mais j'imagine on avait dit quoi? On avait dit 12h15 ou quelque Midi chose comme ça. 30, Midi normalement ça 30, se voilà. finit à midi 30, oui. Voilà. Mais donc, n'hésitez pas, on est disponible pour vos questions. Et en attendant, donc pour information, donc et pour rappel, les prochains webinaires, donc toujours le mardi, toujours à 11h, donc le prochain dans 2 semaines et le suivant dans 4 semaines, donc le 18 novembre sur les assurances et le 2 décembre sur les cahiers des charges.
Merci à Céline qui dit que c'était bien clair. Merci. Tellement clair qu'il n'y a pas de questions. C'est C'est ça. fantastique. Eh ben, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va clôturer, hein. C'est ça. On est évidemment toujours joignable si besoin. Vous avez nos coordonnées dans la présentation qui vous sera envoyée. Vous pouvez évidemment toujours prendre contact avec nous s'il y a d'autres points à approfondir. Bon. Eh bien, Merci à tout le monde pour votre participation. merci Merci à beaucoup. tous. Bonne Merci à journée. tous et bonne Merci. journée.